je vais reposer peut-être la même, enfin une question très voisine, mais cette fois-ci à l'autre directeur de l'ouvrage, à Jean-Marc Narbonne. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il est professeur de philosophie antique à l'Université Laval et il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en Antiquité critique et modernité émergente. Il est également directeur du projet Partenariat international de recherche, raison et révélation et également directeur du projet d'édition des œuvres complètes de Plotin aux éditions Les Belles Lettres. Jean-Marc, en fait, ici, si j'ai bien suivi ce que disait Madame Habioub, ce qui était au cœur de l'idée de reflet de la démocratie aténienne, c'est au fond le XVIIIe siècle, la Révolution française et la critique, la critique, disons, de la monarchie, la critique de la monarchie, de l'absolutisme, de tout ce qui est apparu d'une certaine manière comme une tyrannie face au pouvoir du peuple. Toi, de ton côté, comment tu conçois cette idée de reflet, mais en prenant peut-être les choses par l'autre bout, c'est-à-dire à partir de l'Antiquité? Disons que pour moi, j'ai à l'esprit une sorte de prototype ou de portrait cadre, si on veut. Et je crois qu'une bonne partie, même si les choses se rejouent différemment, une bonne partie des débats qui ont eu lieu, notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle, par rapport à la démocratie, ont rejoué une partie de la scène qui avait eu lieu dans l'Antiquité à Athènes. Et c'est très visible quand on est attentif aux scènes antiques, qu'à l'époque de la Révolution, par exemple, l'opposition extrêmement tranchée entre la tradition athénienne et la tradition spartiate était un débat, faisait l'objet d'un débat et était un dilemme véritable auprès des révolutionnaires. Certains étaient accusés d'être trop partisans d'une sorte de démocratie libérale, trop peu en termes de nombre, mais il y en avait déjà, et d'autres d'avoir comme idéal républicain, au fond, Sparte. Parce qu'il faut savoir que cette dualité entre Athènes et Sparte, au fond, qui traverse toute la tradition politique occidentale, parce que tous les gens qui étaient formés en philosophie politique et en histoire de la pensée étaient au courant de cette antithétique entre Athènes et Sparte. Athènes, la libérale, Sparte, la garnison militaire, la cité où priment de manière absolue les prérogatives de l'État, etc. Cette dualité a joué extrêmement fortement durant la Révolution. Et puis, et on voit peu à peu, au fur et à mesure que la Révolution avance et que certaines exactions et certains excès ont été dénoncés, on voit un retour d'affection, si on veut, et de privilèges pour Athènes. Et ça, la consécration de cela, on la voit par exemple chez Benjamin Constant, qui est un de ceux qui vont dire les privilèges de l'État, les privilèges de l'unité, etc., sur les droits des individus, ça doit cesser. Et historiquement, quand même, le texte de Benjamin Constant, de la différence entre la liberté des anciens et des modernes, c'est un texte capital dans l'histoire. Parce qu'il a été un des premiers à expliquer au grand nombre, au public finalement, l'essence de la liberté ancienne et l'essence de la liberté moderne. Parce que beaucoup de gens pouvaient confondre au fond les deux choses, parce qu'il y en est question d'un côté comme de l'autre. Mais de manière encore plus pertinente que ça, je suis grand admirateur de ce texte de Benjamin Constant, que je lis pas mal différemment de Marcel Gauchet, par exemple, dont la lecture est, selon moi, un peu gauchie, sans jeu de mots. Benjamin Constant a été le premier à reconnaître dans la liberté privée, personnelle, moderne, quelque chose qui existait déjà dans une bonne mesure à Athènes, se référant au texte de Thucydide, par exemple, la célèbre oraison funèbre de Thucydide, où la différence entre la vie privée et la vie publique est très clairement établie. Et ça, c'est un fait aussi, c'est une donnée
qu'on n'avait pas à Sparte. À Sparte, il n'y a pas de vie privée, c'est certain. Ce n'est qu'à Athènes que cette distinction est très très bien mise en place. Et donc, à partir de là, on voit que l'histoire de la démocratie athénienne, c'est pas simplement l'histoire d'une institution avec des hauts et des bas, des erreurs. C'est sûr que les Athéniens ont commis des erreurs sur le plan politique en inventant au fur et à mesure cette démocratie. Mais comme dit un commentateur allemand que j'aime bien, qui s'appelle Christian Mayer, qui dit quelque chose comme les Grecs n'avaient aucune idée des possibilités de ce qu'allait donner la démocratie, parce qu'avant eux, il n'y avait pas eu de Grecs. C'est aussi simple que ça. Avant eux, c'était une expérience nouvelle. Alors on avançait à tâtons. Il y a eu des erreurs, c'est certain. Parfois, les élans d'une démocratie trop directe, sans le contrôle des lois, si vous voulez, a pu mener à des politiques et à des gestes et à des poursuites dommageables et inexcusables, en fait. Mais au fond, ils ont appris peu à peu. Et donc, c'est cette histoire-là qui m'intéresse parce qu'elle me paraît absolument déterminante pour l'évolution de la tradition occidentale. Alors, je reviens avec cette idée, donc reflet moderne dans la théorie politique de la manière dont les Grecs ont pensé eux-mêmes la démocratie. Or, chez les Grecs, et puis vous incarnez d'une certaine manière très bien cette dualité, chez les Grecs, il y avait au moins deux... évidemment, il y en avait bien davantage avec les sophistes, mais enfin, on va dire que ce dont nous avons le souvenir, nous avons conservé la mémoire, c'est de cette opposition entre Platon et Aristote. Et je vais vous faire parler de ça parce que je me souviens que dès l'ouverture, je vais vous faire reparler de ça, puisqu'en fait, je me souviens très bien que dès l'ouverture du colloque, vous avez eu un échange un peu vif, enfin tout à fait courtois, et un échange un peu vif autour de Platon. Alors, je me permets de reposer la question aujourd'hui. Au fond, donc, les Grecs eux-mêmes avaient un débat philosophique sur la nature et sur la valeur de ce qu'ils appelaient déjà, puisque c'est un terme qui est inventé par Hérodote au 5e siècle, autour de la démocratia. La démocratia, c'est le pouvoir du démos, et il a suscité, ce pouvoir du démos, une polémique entre Platon et son élève. Et alors en fait, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je sais, Madame Ayoub, que vous êtes une spécialiste de Platon, puisque vous avez fait 2 thèses sur Platon, et puis que je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc Narbonne. Alors non, ma thèse était sur Descartes platonique. Enfin, pas platonique. Je veux dire le platonisme chez Descartes. Ouais, de Platon à Malebranche, les idées de Platon à Malebranche. Oui. 1979, c'est ça. Alors, la thèse des idées. Exactement. Et mais vous n'êtes pas du tout obligé de parler de votre thèse, mais non. Mais qu'est-ce que c'est comment vous voyez-vous le débat entre Platon et Aristote autour de la démocratie? Je vais commencer par m'alarmer. Gloire du long désir, idée. Alors, c'est ça, Platon, on va régler ça très vite. Platon est un poète. Platon c'est comme les musiques que vous aimez. Vous y revenez parce que vous y prenez goût. Tandis que Aristote, c'est le scientifique. C'est notre modernité. Platon nous berce et Aristote nous instruit. Très beau. Je suis pas sûr que Jean-Marc va être d'accord. Au contraire, il est plotinien d'abord. Alors, Jean-Marc. Oui, alors c'est vrai que je suis plotinien, mais Plotin a une grande qualité. C'est Plotin, il y a un commentateur allemand qui avait parlé de Plotin comme eine Platon ohne Politik. Et donc Plotin est lisible justement parce qu'il n'y a pas de développement politique chez lui, c'est plutôt la mystique et autre chose. C'est autre chose, ce qui le sauve un peu. Alors évidemment, je n'ai pas du tout la même lecture que fait Josiane, que je respecte. Et
Platon est évidemment un auteur richissime, un très grand écrivain, et sur le plan des propositions éthiques, sur la morale, sur la vertu, etc., c'est un grand éducateur. Et de toute façon, quand Aristote reprend le thème des vertus, de la vie publique droite, etc., il est platonicien. Il n'y a pas de différence si importante entre eux. Le problème, c'est la démocratie. La question, c'est est-ce qu'il faut avoir un savoir positif, scientifique pour gouverner ou pas? La question, c'est est-ce que le peuple est éducable? La question, c'est est-ce que les gens ont droit au chapitre dans la vie publique? C'est ça la question. Et c'est ça que Platon écarte du début à la fin. Qu'on lise la République, qu'on lise les lois, qu'on lise les politiques, c'est toujours l'argument selon lequel le savant doit gouverner. Et ceux qui n'ont pas ce savoir doivent se taire. Tout ça est lié à la notion totalement fausse de l'oikeiopragia, c'est-à-dire l'idée de la spécialisation qui voudrait que nous n'ayons qu'un seul savoir, celui qui est destiné à une seule fonction, et pour le reste, nous n'avons aucune connaissance, aucune compréhension du monde. Donc il y a une sorte de dualisme extrême entre les savants qui, parce qu'ils sont savants, seraient entièrement vertueux, et le peuple, le démos, la plèbe, l'oklos, cette désignation injurieuse, l'oklos, la populace, qui n'aurait aucune idée de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite, et qui n'a jamais voix au chapitre. Et cette tradition de mépris vis-à-vis des gens ordinaires est pour moi insupportable. Ça, c'est vraiment une sensibilité personnelle. C'est pour moi insupportable et j'estime que c'est indéfendable. Et par ailleurs que c'est faux. Parce que Aristote, qui réhabilite la démographie, dit c'est pas tous les peuples de la même manière qui peuvent bien réagir, mais il est possible, et c'est tout l'argument, certains peuples, avec une certaine éducation, peuvent très bien prendre de bonnes décisions. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Cette phrase-là, cette idée que les gens ordinaires puissent, dans la connaissance de la réalité politique, dépasser le spécialiste dans son savoir, est la phrase la plus révolutionnaire chez Aristote. Josiane. Je suis d'accord avec toi, parce que, comme tu nous l'as montré, le gros avantage chez Aristote, c'est qu'il y a la mobilité. Il n'y a pas la rigidité hiérarchisée de Platon. Mais je te concède tout ce que tu veux sur le Platon politique, qui, moi je pense que la République c'est une expérience de pensée. Il a voulu aller jusqu'au bout de son système. Il y a évidemment, c'est pas un démocrate, mais il était lui aussi blessé par les démocrates à son époque, les exactions et tout ça. Ça s'explique. Mais pour tout le reste, comme tu l'as dit toi-même aussi, c'est-à-dire pour le côté vertu, connaissance et tout ça. Puis il ne faut pas oublier que Platon est parménidien. Il veut le tuer, le parricide, mais il ne le tue pas, il est dans l'immobilisme. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Ça, c'est vrai. Alors, on pourrait faire aussi peut-être une autre remarque sur ce Platon et la question politique. D'une part, d'abord, c'est à la différence d'Aristote, c'est un Athénien de naissance. Il vient d'une famille aristocratique, il vient d'un milieu social où effectivement donner la parole et donner ne serait-ce que l'idée de partager le pouvoir avec l'artisan, avec le marin, c'est quelque chose de très difficile, d'impensable. Et puis alors il y a aussi cette question très difficile pour Platon, qui est le fait qu'en 399 Socrate a été condamné à mort par un jury athénien. Et pour reprendre une démocrate. Oui, démocrate. Et pour reprendre une formule de Dario de Fachendis, qui avait fait une très belle thèse sur Socrate et en fait sur
le Pythagoras de Platon. On pourrait dire qu'il y a quelque chose comme un deuil impossible chez Platon à l'endroit de Socrate, et qui ferait qu'au fond, la démocratie ici, très jeune, donc pour Platon le jeune, la démocratie devient quelque chose d'insupportable. Et on a évidemment pas ça chez Aristote, même si on a certaines réserves à l'endroit de la démocratie. Alors je sais que tu as quelque chose peut-être à dire sur ça. Dans les contributions du colloque, il y avait par exemple, on en a parlé, celle de notre collègue Manet, qui portait donc sur Rancière. Rancière insiste beaucoup sur les limites du démocratisme d'Aristote. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet, Jean-Marc? J'aurais à dire que c'est juste le fait que, parce que le simple fait qu'on ait reconnu en Aristote un partisan de la démocratie est un phénomène relativement récent dans l'historiographie. Si on considère l'ensemble des siècles qui nous séparent de Platon et d'Aristote, la majorité du temps, on a interprété Aristote comme étant plutôt antidémocrate comme Platon, tout en reconnaissant qu'il était moins virulent, moins excessif dans ses propos. Malgré tout, même un auteur comme Karl Popper, d'accord, je te donne un exemple. Karl Popper, qui a écrit ce grand livre, ce livre événement, qui est La société ouverte et ses ennemis, The Open Society and its Enemy. Pour Karl Popper, qui écrit une charge en règle, c'est vraiment un brûlot contre Platon, et qui nous dit, et je partage son point de vue, que Platon est le prince des antidémocrates, celui qui a éduqué toute la tradition occidentale par la suite à l'antidémocratisme, ce qui rejoint le livre de Jacques Rancière sur la haine de la démocratie. Alors, l'incarnation de ça chez Platon, eh bien, même Popper, qui est si habile à dénouer le fil des raisonnements douteux, questionnables, le type de justice inégal que Platon défend, etc., qui est si habile à détecter ça chez Platon et à nous montrer un tout autre Platon, eh bien, il est complètement aveugle à la situation d'Aristote. Pour lui, Aristote, au fond, c'est la même analyse qui est pratiquée. Et je dirais que c'est depuis, je ne sais pas, une quarantaine d'années à peu près, que beaucoup d'auteurs aux États-Unis, en France, le meilleur représentant en France, c'est Francis Wolff, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, sur Aristote démocrate. Aristote, justement, qui est l'argument que j'apportais tout à l'heure, selon lequel la somme des petites sagesses des individus dans la cité peut dépasser le savoir du sage. Ça, il fallait le dire quand même. Oui, non, c'est contestable. C'est qu'Aristote s'est sorti de l'orbite platonicienne et il a révoqué en faux la thèse du savant gouvernant, et il a dit, il n'est pas vrai, en tout cas, il n'est pas toujours vrai, que les sagesses individuelles, ce qu'on appelle l'argument cumulatif, ou l'argument de la sommation, c'est le cumul des petites sagesses dépasse la sagesse du savant. Mais ça c'est dire ça, c'est mettre Platon à terre. Tu as dit ça, il n'y a plus de Platon. Et ma question portait maintenant sur les limites. Les limites. C'est très bien ce que tu dis, mais les limites. Alors, les limites, elles sont là. Les limites, elles sont vraiment là. Et je suis désolé qu'Aristote ne soit pas toujours à la hauteur des principes démocratiques même qu'il défend et qu'il explicite. Il n'est pas toujours à la hauteur de ça. Mais il y a l'Aristote réel, qui effectivement est très précautionneux, pour utiliser un québécisme, je crois, est très précautionneux. Et ça, notre ami Geoffroy Manet l'a bien souligné. Au fond, il prend la démocratie avec des pincettes. Il faut qu'elle soit bien entourée, bien limitée, au fond, il préfère une sorte de démocratie agraire, paysanne, antique, une démocratie qui ne fait pas trop de bruit, qui n'est pas trop troublante. C'est vrai ça, que dans les livres plus pratiques des politiques d'Aristote, dans les livres 4, 5, 6 et 7,
on sent un Aristote prudent avec la démocratie. Mais, et ça je ne vais pas le nier, moi ce qui m'intéresse c'est le livre 3, où on a la théorie politique et le cœur de l'explication. Et là où on voit qu'il nous dit, par exemple, c'est quand même une phrase admirable, il nous dit que la définition du citoyen ne convient parfaitement qu'en régime démocratique. Parce que le citoyen, par définition, c'est celui qui peut assumer des charges, des magistratures, et qui peut être à la fois gouvernant et gouverné. Bien sûr. Ouais. Et ça, dans quel régime est-ce qu'on peut être à la fois à tour de rôle. à tour de rôle, Gouvernant et gouverné, c'est dans le régime démocratique. Ouais. Donc il y a plein d'attributs qu'Aristote accorde à la démocratie qui sont extrêmement frappants. Par exemple, il dit que c'est le régime le plus stable, parce qu'il est beaucoup plus difficile de corrompre l'ensemble de la population que quelques-uns. Quand tu as le régime des quelques-uns, les oligoïs qu'on appelle, hein, les quelques-uns, les happy few, eh bien c'est sûr qu'entre eux, c'est comme dit Popper, l'élite n'est jamais loin de la clique. Ça, c'est raisonnement pragmatique, imparable. L'élite n'est jamais loin de la clique. Et donc, quand tu as une petite élite de gens qui, entre eux, gouvernent, eh bien, forcément, ils vont gouverner pour eux. Et la seule chose qui peut équilibrer les affaires, c'est le régime démocratique. Et c'est ce qu'il nous dit. À partir de là, si ailleurs, il est prudent et un peu trop timide, qu'est-ce que tu veux que j'utilise voilà. Josiane, sur cette question des limites de la perspective d'Aristote, du démocratisme d'Aristote, qu'est-ce que vous diriez? C'est-à-dire que Jean-Marc a raison, mais en tant que programme, en tant qu'épu de l'aristotélisme, c'est vrai qu'il donne les principes de la démocratie idéale, l'idée, comme dirait Platon, de la démocratie, pour tout taquiner. Mais il faut dire que dans la réalité, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernants ont peur du peuple. Et ça, la thèse de Rancière que Manet développe, il montre comment dans la poétique d'Aristote, par toutes sortes de procédés symboliques, occulte cette violence du peuple, du démos, parce qu'on en a peur. Alors dans l'histoire, la Convention, elle meurt de peur du peuple qui l'envahit, qui veut lui dicter les choses. Et de nos jours, qui gouverne? Les experts. C'est pas le peuple qui gouverne. Alors, c'est beau cette idée de démocratie, et comme dirait d'autres vieux croutons, Kant, hein, il suffit de... Non, oui, en philosophie de l'histoire, c'est un... bon, alors donc, que c'est beau d'espérer, c'est ça l'idéal régulateur vers lequel tendre, que c'est le meilleur des régimes, la démocratie, mais moi je crois que ce qu'il faut préserver, qu'à la fois Platon et Aristote, et on peut se réconcilier là-dessus, c'est un concept qui fait le citoyen la parésia, le franc-parler, la liberté. Et ça, nous l'avons gardé dans nos démocraties. Qu'est-ce qui distingue la démocratie aujourd'hui dans la réalité? C'est pas tellement la question de la représentation, c'est la question de que quelqu'un a le droit de parler. Mais bien sûr. Et aussi, je vais dire, l'état de droit, c'est-à-dire la loi. Bien sûr. Mieux vaut la loi, comme disait Rousseau, qu'un bon maître. Alors, bien sûr. C'est très bien, Josiane, que vous nous ameniez sur ce terrain-là, parce que je vais peut-être en profiter pour dire quelques mots de cette question des liens entre liberté et égalité, puis vous relancer à partir de là. Puisque vous avez prononcé le nom de Kant, je dis souvent, dans mes cours, il existe un texte de philosophie politique que peu de gens citent, qui est très bref et qui est sans doute un des plus grands textes de philosophie politique de la modernité. Et son titre est très long, le texte lui-même est très court,
sur l'adage « Ceci est bon en théorie, Oui, mais ne vaut rien pour la en pratique », qui est publié dans un recueil de textes, de petits textes de Kant, sous le titre tout à fait non kantien qui s'appelle « Le droit de mentir » aux éditions Vrin. Et dans ce texte tout à fait étonnant, Kant explique que ce qui fait la caractéristique fondamentale de la modernité, c'est que la modernité politique, c'est qu'elle repose sur trois principes. Un, l'existence d'une liberté de nature qui voudrait que les individus naissent libres au sens non pas direct et immédiat de la naissance, mais au sens de par nature. La nature veut, ou disons, la nature fait qu'ils sont libres. Ensuite, deuxième principe, qui lui est un principe qui ressort du droit civil, qui appartient à ce domaine, à cette sphère de la civilité, et qui veut que les lois humaines doivent, dans la modernité politique, assujettir les hommes de façon égale. C'est un thème qui sera repris d'ailleurs par Hegel sous un mode un peu différent, en disant que la loi divine bien comprise, c'est l'égalité dans l'assujettissement à la loi. Et puis le troisième grand principe que Kant présente comme un principe qui fait la synthèse des deux précédents, eh bien, ce troisième principe, c'est le droit à la représentation, c'est la reprise du thème rousseauiste, du droit à la représentation, qui est un principe qui est celui de la citoyenneté elle-même, qui n'est plus un principe de nature, ni un principe du droit civil, mais qui est le principe synthétique de la liberté et de l'égalité, qui veut que nous sommes libres quand nous nous soumettons à des lois que nous nous sommes à nous-mêmes donnés par la médiation de nos représentants et du libre choix de nos représentants. Donc ces trois principes, effectivement, vous l'avez dit, Josiane, c'est Kant qui les a posés. Ces trois principes vont être assez fondamentaux dans la reprise hegelienne, dans les principes de la philosophie du droit. Mais ma question va être celle-ci. Ces trois principes, liberté, égalité, droit à la représentation, ou disons principe de citoyenneté, comment dans la démocratie athénienne, comment vous les voyez réalisés, inachevés dans leur réalisation, timidement avancés, ou au contraire solidement affirmés? Comment ces trois principes dont Kant nous dit voici l'essence de la modernité politique, comment vous les voyez, vous, chez les penseurs de la Grèce antique, chez Platon et Aristote, comment vous les voyez? Est-ce que vous les voyez déjà là, en partie, inachevés? Est-ce que leur synthèse est déjà pensée? Voici ma question. Il y a les institutions, tu peux en parler. Il y a disons que, tu sais, il y a un commentateur qui est un grand spécialiste de la démocratie athénienne que tu connais, c'est Morgan Hansen. Oui. Et Morgan Hansen a un texte très intéressant, tu sais, il renvoie à la trinité française de liberté, égalité, fraternité. C'est la triade. Liberté, égalité, fraternité que tout le monde connaît. Et il dit, il y a un correspondant en Grèce, c'est Démocratia, Eleutheria, Iségoria. Démocratia, la démocratie, Eleutheria, la liberté, Iségoria, l'égalité dans la parole, dans le droit de parole. Et donc, c'est très intéressant de voir que cette triade, donc, fondamentale pour la démocratie française et moderne, au fond, trouve déjà une anticipation et une sorte de présence dans la démocratie grecque. Il est bien évident qu'en Grèce antique, les gens ont des droits via la citoyenneté. Il n'y a pas cette idée de droit inaliénable, naturel, en tant qu'homme, qui est une conquête de la Révolution française et des révolutions américaines, etc. Il n'y a pas ça. L'individu a des droits en tant que citoyen. Tant et si bien qu'il y a une sorte de chute en cascade. Alors, par rapport aux citoyens de plein droit, il y a autour de lui ceux qui sont citoyens dans une moins grande mesure, l'enfant, la femme. Et puis ensuite, il y a le métèque, il y a l'esclave, etc. Okay? Donc, alors,
si on a la chance d'être citoyen, ben on a des droits en tant que citoyen. Droit d'intégrité corporelle, par exemple, le droit de la protection du lieu domestique, de l'oikos, okay? Droit de poursuivre la cité si on s'est trouvé lésé, etc. Donc le citoyen est très protégé et il a une série de droits. Okay? Ça ne pose pas vraiment de problème. Mais sous le véhicule de la citoyenneté, pas en tant qu'homme, pas en tant qu'homme. À partir de l'époque hellénistique, tu sais, avec les stoïciens, tout ça, puis le cosmopolitisme, l'idée de l'homme comme citoyen du monde. Et donc, s'il est citoyen du monde, en tant que citoyen du monde, il aurait des droits. Tu vois, ça va se développer. Mais à l'époque classique, tu n'as pas encore ça. Ça, c'est une chose. D'autre part, je reviens à la question que tu posais par rapport au désordre. Ouais. Et au mouvement irrépressible de l'oklos, de la populace. Mais ça aussi, c'était une question d'éducation en Grèce antique. Le fait de, admettons, quand on s'est mis peu à peu à distinguer entre la loi et les décrets. Et de dire que gouverner par décret, c'est-à-dire par loi expéditive et ponctuelle, ne fonctionne pas. Il faut une loi cadre qui encadre les droits des citoyens, et puis ensuite il y a des décrets pour des dispositions particulières. Et donc cette différence entre les psyphismata et les nomoi, peu à peu, chez Démosthène, elle est déjà conquise. Absolument. Okay? Absolument. Bon, donc ça fait partie de l'apprentissage de la démocratie. D'autre part, en ce qui concerne la liberté, je suis tout à fait d'accord avec ce que Josiane a dit tout à l'heure par rapport à la parésia, qui est vraiment un truc extraordinaire. C'est le dire vrai, le franc-parler, le fait qu'un citoyen ou qu'un individu en tant qu'homme a le droit de dire ce qu'il pense. D'accord? Et même, comme explique Foucault, avec un certain péril, parce que qu'est-ce qui qualifie la parésia? C'est que c'est la prise de risque dans la parole. Ouais. D'accord? Ouais. Et bien ça, il y a une phrase très très nette sur ce point qui oppose, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, Athènes et Sparte. Démosthène, dans un de ses discours, dit ceci: à Athènes, il est possible de vanter Sparte, mais à Sparte, on ne peut vanter que Sparte. Ouais. Et quand tu as dit ça, tu as tout dit. Ouais. Tu sais, c'est que la parésia est une invention athénienne, démocratique. Oui. Allez parler de la parésia à Sparte et puis on en reparlera. Ouais. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Ouais. Donc c'est ça quand même. Donc la différence entre le koinon, le commun, et l'oikos, ou l'idiome, le privé, la différence entre la présence de la liberté versus quand on n'a pas, l'idée des droits sous la citoyenneté, d'accord, sur ce plan-là, nous avons dépassé les Grecs, tant mieux. Et puis cette idée d'égalité aussi, hein, puisqu'en fait, bon, Lységoria, tu l'as dit, Lységoria, alors aussi bien Raflab que Hansen insistent beaucoup à plusieurs reprises, donc deux grands historiens contemporains, ces deux historiens insistent beaucoup sur le fait que Lységoria, par moment, est considéré comme un terme capable de dire le régime démocratique dans son ensemble. Absolument. Ça veut dire que l'idée d'égalité, donc, pour reprendre les termes de Kant, dans le choix politique qu'on fait, il ne s'agit pas d'une égalité de conditions, il ne s'agit pas d'une égalité de richesse, mais l'égalité dans le choix politique qu'on fait, qu'on exerce, est effectivement une liberté fondamentale. Alors, autour toujours de ce thème, liberté, égalité et droit à la représentation politique. Dans l'ouvrage, je reviens peut-être un petit peu à l'ouvrage et à la succession des contributions. Je reviens un petit peu là-dessus. On a parlé de la dernière contribution à plusieurs reprises, celle de Geoffroy Manet qui concerne Jacques Rancière. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez dire un petit peu à partir de quand est-ce que les reflets dont nous parlons ce soir, à partir de quand, de quel reflet, de quelle période historique exactement on commence à partir de quand dans l'ouvrage? Non. Les reflets, je parle. Les reflets. Les reflets. Dans les théories politiques, de quelle époque
l'ouvrage parle de théorie politique de quelle époque? Bah, de Hegel, de Tocqueville, On commence les premières qu'on commence alors. Les premières qu'on commence, bah, c'est Mably, avec Mably. Lusbrink, dont je vous ai cité. Donc Cornelius de Pau. Cornelius de Pau. Cornelius. Il y a celle de Cornelius de Pau. Alors, on est à quelle époque là, Cornelius de Pau? Pour nos 17e auditeurs. siècle. 17e siècle. On commence donc au 17e siècle. Non, Nos reflets modernes, nous les faisons 18e, commencer 1788. 1788. 1788. D'accord. Et ensuite de ça, Mably, période de la Révolution française en Oui. fait. Nous, donc, les reflets modernes dont nous parlons dans l'ouvrage, ils commencent avec les théories politiques et les théoriciens politiques de la Révolution française. C'est ça. Oui. Et ensuite, Mais ce qui est, oui, j'y viens, mais ce qui est amusant à la Révolution, c'est qu'ils inventent de nous. Il y a ce régime émotionnel où ils sont liés comme l'aide de créance aux anciens, qu'ils idéalisent d'ailleurs, et ils se disputent en Sparte, le modèle spartiate et le modèle athénien, mais il y a aussi ce sentiment qu'ils font du neuf. Comme ils disent, la révolution, nous la devons à personne. Ce n'est pas, on l'a pas prise dans les livres. C'est pas la révolution des bâtards, c'est pas la révolution de, j'oublie un peu la citation, c'est Robespierre qui dit, c'est nous inventons la révolution. Donc ils ont ce sentiment de reprendre le souffle grec au niveau de l'idéal de la liberté et du citoyen, mais ils ont le sentiment qu'ils inaugurent une période moderne et dont le laboratoire a été chez les Américains, au moment des Américains. donc, ce qui Pourquoi la Révolution française, elle est l'héritière d'Athènes? Parce qu'elle se veut universelle. Et en fait, éduquer, ok. éduquer, dans ce que vous, éduquer les barbares. Alors, dans ce que pour vous le dites, prendre attendez, avant- permettez que je vous interrompe. J'ai une question pour vous là. Est-ce que dans ce que vous dites, il faut comprendre que en Grèce, à aucun moment dans l'Antiquité, on aurait eu un bouleversement politique qui pourrait s'apparenter à une révolution? Est-ce que par exemple la réforme de Solon, ou bien, je ne sais pas, le meurtre en 507-506, le meurtre des tyrans que les Athéniens vont Mais se... c'est pas ça qu'elle voulait dire. Non, Non, mais Je crois pas. est-ce que l'idée de révolution a existé dans l'Antiquité? C'est ça ma question alors. ben, au sens cosmologique. Je Oui, ne sais mais pas. jamais au sens politique. Le concept n'est pas là, mais par exemple, Platon, quand il dit je veux tuer, il faut tuer 2 fois, il fait le double parricide de Parménide, c'est une révolution. On abandonne les vieux pour créer du neuf. C'est ça la révolution, Ok. je crois. Enfin. Oui, oui. Mais on continue alors. Oui, non, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Et puis Aristote vient, il fait aussi sa révolution, parce qu'il instaure une nouvelle vision politique. Tous les Grecs sont parricides, Oui, les uns après les autres. Ouais. C'est une tradition de parricide, oui. c'est-à-dire de Mais remise c'est en à ce- cause. Mais c'est à ce prix. Mais l'idée d'une révolution politique, mais on va dire, elle n'est pas là. Robespierre- Oui, mais si c'est la stasis. C'est la stasis. C'est la stasis. Ouais. Et C'est- Robespierre, c'est le- quand il dit... C'est le conflit, Ouais, c'est l'opposition et c'est la révolte. voilà. Il y a quelque chose quand même, Ah oui, donc bien quelque sûr. chose comme un germe Mais oui. de l'idée de révolution dans la Grèce, dans l'histoire. Mais même. bien sûr, Ah. mais c'est lié à l'histoire de Clisthène l'Athénienne. C'est ça. Naturellement. Donc la réforme de Clisthène. La Donc, réforme de à toute Clisthène, fin du VIe siècle. quand les oligarques ont voulu imposer leur régime oligarchique et que le peuple les a, ça c'est très bien raconté par Josiah Aubert, en 508, et le peuple a assiégé les oligarques sur l'acropole pendant 2 jours, 3 jours, ça. jusqu'à ce qu'ils cèdent. C'est ça. Selon Josiah Aubert, ça c'est une manifestation la plus éclatante du sentiment démocratique et du désir démocratique du démos. Okay? C'est pas simplement tel ou tel dirigeant qui a fait ça, c'est le peuple lui-même d'Athènes qui a assiégé les tyrans oligarques pour les chasser et, ils auront absolument. quitté. Et puis à partir de là, la démocratie sera établie. Ça, c'est un mouvement, parce que ce qui est très important dans la tradition démocratique, c'est pas simplement les institutions, même si c'est très important. les émotions. C'est les émotions, c'est le désir démocratique, c'est l'idéologie démocratique. C'est ça qu'il faut avoir. Et quand on veut installer des démocraties dans le monde occidental moderne, dans d'autres pays, la difficulté, elle est là.
dans l'éthos démocratique, la disposition à la démocratie, la volonté partagée de vivre en démocratie.